Bonjour, donc je suis Nicolas Ormancet. Je vais d'abord vous parler un petit peu d'où je parle, parce que je pense que c'est assez éclairant sur la suite de l'exposé. Donc je suis un ancien militaire, un ancien informaticien industriel, passé par le burn-out et ayant rencontré le besoin de bifurquer il y a un peu plus de 10 ans aujourd'hui. Ma démarche, n'est pas très longue en tant que professionnel puisque ça fait, un peu moins de 18 mois que je développe mon activité. Mais ça fait beaucoup plus longtemps que je suis militant, élu local et cetera. Donc, voilà, j'ai décidé aujourd'hui de sortir du bénévolat, pour en faire une activité professionnelle. Donc j'ai lancé Sens Premier, il y a déjà longtemps, mais je l'ai orienté vers la transition écologique et la transition démocratique il y a un peu moins de 2 ans. Et dans cet, intervalle, j'ai été très marqué par, mon intervention auprès du SCCF et d'ATD Quart Monde pour, voir les liens entre, l'écologie, la transition écologique et la pauvreté. Et je suis arrivé à la conclusion que, ce qui était important, c'était de faire ensemble. Parce que, dans cette logique du faire, on limite énormément les logiques jugeantes et ça nous permet d'arriver entre guillemets, humblement et de voir et de comprendre les enjeux là où ils sont et pas là où on pense qu'ils sont. Donc, pour ce qui est de ce projet Territoire à résilience, il est, arrivé de façon un peu impromptue pour moi. J'ai un ami, Daniel, qui parle de résilience territoriale, régulièrement, et qui, porte son sujet, certes fortement, mais de façon très brouillonne. Et et oui, mais bon, on a eu besoin avec Michel, un élu de la vallée du Grésivaudan, de rendre ce concept de résilience territoriale, plus compréhensible et on voulait réfléchir aussi comment il pouvait être transcrit, dans des actes. On ne savait pas bien comment. Au départ, l'idée c'était de faire, un atelier pour une fête, locale autour de l'écologie et puis, on s'est pris un peu au jeu, on a fait 2-3 réunions de travail. On est tombé sur le rare, donc c'est comme ça que alors pas que j'ai découvert la URG, parce que si je dis que je découvre la URG, à la fin d'un cursus, d'élu, je vais me faire taper sur les doigts. Mais non, disons que je connaissais la URG et que, en découvrant le rare, ça m'a permis de découvrir une méthodologie, une approche qui était, beaucoup moins touffue que celle que nous proposait, l'ami Daniel. Et donc, c'est ce qui nous a permis de, travailler ce concept de façon à, faire quelque chose ensemble. Cora Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà, donc je reviens aujourd'hui, à la URG, présenter ce travail parce que, bah, pour moi, c'est une redevabilité morale. Je suis, naturellement dans le partage, donc quand je reçois, je redonne. Voilà. Et donc, pour aller un peu plus loin, sachez que cet atelier a déjà été joué 4 fois, 2 fois en mode alpha test, pour la conception et puis, 1 fois en mode grand public, dans un public ouvert et 1 fois, en atelier de sensibilisation avec, enjeux communs. Donc, qu'est-ce que c'est que cet atelier? Comment il se compose? Allons-y plus clairement. Donc c'est un atelier participatif qui s'inscrit dans la logique des fresques. Alors j'ai pas mis fresques, dans le titre de l'atelier parce que pour moi, la mode des fresques étant terminée, ce serait dommage de se mettre un boulet au pied tout de suite. Mais voilà, donc c'est un atelier participatif et en intelligence collective. L'atelier commence par un tour de table où je prends
les prénoms et les villes de résidence des participants. Car comme l'atelier s'appelle Territoire et résilience, je commence tout de suite par parler de territoire, en invitant les gens à définir le territoire duquel on va parler durant l'atelier. Alors c'est des fois volontairement très restreint en fonction du public ou parfois plus large. Sur la définition de territoire, je reste très très vague. En général, je ne le définis pas. Tout le monde a sa définition et c'est ça que je trouve assez intéressant puisque chacun peut appréhender sa réalité. Donc, pour vous donner ma philosophie sur le territoire, c'est une étendue de terre occupée par un groupe humain, vous voyez, je ne vais pas beaucoup plus loin, ou qui dépend d'une autorité. Sans la préciser, l'objet de cet atelier, même si je ne vais pas dire qu'il n'a pas de portée politique, n'est pas partisan ou quoi que ce soit, donc je ne rentre pas dans ce genre de définition. Cet atelier fonctionne, à mon sens, dès la notion de commun, c'est-à-dire on peut l'utiliser, je dirais presque dans une copropriété, sur un quartier, une commune, une interco. Au-delà, ça fonctionne encore, mais par contre, il va falloir être plus sélectif sur les participants, sur le public. Donc une fois ce premier tour de table fait, qu'on s'entend sur l'échelle sur laquelle on travaille, eh ben, j'introduis un premier schéma qui s'appelle Système et vulnérabilité. Alors, je n'ai pas amené mes formats A0 aujourd'hui, parce que je suis venu en train, ce n'était pas très pratique, et je ne pense pas que c'est beaucoup de... Je vais faire comme ça aussi, voilà, pour aujourd'hui, mais bon, sachez que comme c'est un atelier participatif, voilà, c'est un grand A0. J'introduis les vocabulaires, entre guillemets, de système et de vulnérabilité. Le principe, c'est de... Alors, ce schéma, il est hérité du travail du rare. Alors, c'est une interprétation très personnelle. J'ai pas vocation... Enfin, voilà, c'est notre interprétation. L'avantage que j'y vois, c'est qu'il permet de comprendre l'aspect systémique des choses et que quand on vient ou quand on essaye d'y placer une vulnérabilité, eh ben, très vite on est confronté à se dire ah oui, mais dans quelle sphère ça va? Et c'est là tout l'intérêt du jeu, puisque le but, ça va être de mettre les gens en débat sur quels sont les liens des uns avec les autres, d'une vulnérabilité, etc. Alors, vulnérabilité aussi, un petit bout de définition, parce que là, c'est quand même quelque chose que je suis obligé de répéter quasiment systématiquement. Pour moi, c'est une sensibilité, une fragilité plus ou moins structurelle face à un événement ou un aléa. D'accord. L'idée, c'est là non plus de ne pas rentrer dans des définitions savantes, mais juste de mettre les gens, entre guillemets, dans une logique, et donc voilà, de leur permettre de débattre et d'échanger sur le sujet. Donc après cette présentation du schéma, enfin du support, je leur laisse un petit temps de préparation individuelle et je leur demande de préparer, en fonction du nombre, de 2 à 3 post-it sur, d'après eux, quelles sont les vulnérabilités de leur territoire. Alors, je pourrais vous détailler tout ce qui est sorti après, mais bon, l'idée pour l'instant, c'est de voilà, de dire, excusez-moi, hop, allez, j'y retourne. Donc l'idée, c'est vraiment de favoriser le débat et de les inviter à regrouper leurs thématiques en se disant, mais où est le lien entre l'occupation des terres, la gestion de l'eau, etc. Et de les inviter à identifier
plus spécifiquement un lien entre plusieurs vulnérabilités et après de commencer à réfléchir un petit peu comment cela pourrait être travaillé. Le rôle de l'animateur, jusque-là, est pas très, très important. Là où il devient un petit peu intéressant, c'est de venir challenger les, les vulnérabilités qui sont présentées pour venir réintroduire et réinsister sur l'aspect systémique des choses. C'est-à-dire que une des thématiques qui sort souvent, c'est l'utilisation des sols, et avec deux tensions complètement opposées aujourd'hui, c'est l'accès au logement et à moindre coût, et d'un autre côté, la gestion des terres agricoles. Et donc on voit très bien que, que l'aspect systémique du sujet tel qu'il se pose n'est pas de fait, ne rend pas le sujet évident, quoi. Il ne suffit pas de dire eh ben, on va construire des nouveaux bâtiments à moindre coût, etc. Il faut aussi penser à l'alimentation locale, etc. Donc l'objectif ici est vraiment de permettre aux gens de bien conceptualiser, de bien toucher du doigt plutôt l'aspect systémique. Ensuite, je leur présente un deuxième... ah oui, la finalité de la première partie, c'est vraiment de sonder les participants. Je ne mets jamais de frein, et donc l'idée, c'est vraiment d'aller toucher les préoccupations des gens. Alors comme je vous l'ai dit, le logement, les terres, mais aussi la gestion de l'énergie, de l'eau, les difficultés sociales, sans dire que le Grésivaudan est un désert médical, les tensions pour avoir des rendez-vous chez certains médecins, en particulier chez des spécialistes et tout. Donc voilà, tout est ouvert, et l'idée, cette première partie, si on accentue un peu plus, permet vraiment d'être au contact des préoccupations locales. Donc sur ce schéma, j'ai mis au centre ressources et biodiversité, activité économique dans une première sphère, les besoins sociaux dans une troisième, la cohésion sociale dans une quatrième, avec ce que je considère entre guillemets comme des externalités, c'est-à-dire des impacts que j'ai notés environnementaux, mais ils peuvent être tout aussi sociaux, et des leviers d'action et d'adaptation qui soient issus des politiques publiques ou des activités économiques, en particulier avec le développement du RSE et les entreprises à mission, qui eux aussi peuvent développer, et tout le tissu associatif est là aussi. Voilà. Donc ces différents éléments permettent aux gens de réfléchir où se rattache une vulnérabilité. Voilà. Donc une fois qu'on a placer toutes ces vulnérabilités sur le premier support, on essaye de définir des thématiques un peu plus... Enfin, l'idée, c'est de regrouper quelques thématiques, parce que ensuite, on passe à un deuxième schéma. Alors celui-là, je vous le montre, mais il est vraiment hyper simple, hein. C'est deux axes pour mesurer, entre guillemets, les impacts d'un risque associé à un aléa. Mon échelle n'est pas extraordinaire, c'est le nombre de personnes touchées et de l'autre côté, une fréquence d'occurrence. Donc l'idée, c'est juste pour permettre, dans ce deuxième temps, aux participants de se rendre compte que malgré tout, a priori, tous les sujets ne sont pas égaux. C'est-à-dire qu'il y aura forcément des priorités à donner. Lesquelles, ce n'est pas le sujet de cet atelier, mais de se rendre compte que la gestion de l'énergie, par exemple, qui semble très loin, peut avoir des impacts sur beaucoup de choses. Et que, effectivement, la santé, même si elle a des difficultés d'accès, elle est quand même présente, etc., même si elle n'est pas parfaite. Et en même temps, elle est aussi, elle, dépendante de l'énergie, par exemple. Quand on pense
un centre de radiologie ou d'imagerie médicale, la question de l'énergie est quelque chose de très fort. Cette deuxième partie qui sert à présenter, entre guillemets, à relativiser les enjeux les uns par rapport aux autres, sert essentiellement pour la préparation de la phase 3 qui est l'élaboration de pistes de solutions. Alors je dis bien de pistes. L'idée, c'est que comme le public n'est pas un public forcément de sachants, ça ne va pas permettre, entre guillemets, la construction de solutions au sens strict. Par contre, ça va pouvoir venir interroger des leviers d'action et voir comment ce public est plutôt orienté vers de l'action individuelle ou privée, etc., ou l'intervention de la force publique, entre guillemets, enfin, des collectivités, etc. Donc après cette phase, la phase 2 où où je définis des thématiques un peu plus importantes que d'autres, on en reprend une ou deux et on vient les creuser. Voilà, que ce soit la dernière séance, on a beaucoup creusé la dualité de l'utilisation des sols entre agriculture et accès au logement. Voilà. Avec tout un tas d'outils, on m'a parlé de réglementation, d'habitat collectif, participatif, de qu'est-ce qu'était la préservation des terres agricoles à leur sens, etc. Donc ça permet vraiment, cette phase-là, c'est la partie où il y a le plus de débats et où vraiment les gens rentrent vraiment dans une phase de réflexion. Alors, je le répète, pas forcément de gens sachants, et donc ça ne va pas amener forcément des pistes de solutions concrètes. Par contre, on peut très bien imaginer faire une séance avec des gens entre guillemets plus sachants, revenir poser un ou deux enjeux au départ qui pourraient servir de base de travail pour l'atelier et d'accentuer cette phase d'idéation à la fin pour voir où sont les principaux leviers. Jusqu'à maintenant, vous allez me dire, je n'ai pas parlé de résilience. Le terme de résilience n'est pas forcément bien compris par tout le monde. Et en particulier, on me dit souvent que la résilience est un concept défaitiste où il faudrait qu'on se casse la figure, entre guillemets, avant de se relever, qui est la version, entre guillemets, la définition psychologique de la résilience. C'est après ces trois phases que j'introduis en général le terme de résilience. En leur disant, vous voyez, développer de la résilience, c'est simplement faire ce parcours en disant, on a des problèmes, des choses, des vulnérabilités sur notre territoire, on les identifie, on les priorise et on cherche des pistes de solutions. Et en disant ça, je leur dis, c'est une introduction à de la résilience territoriale. Pourquoi ? Parce qu'on part de cas, entre guillemets, un peu compliqués, fragiles, et on arrive vers des élaborations de solutions qui ne sont pas forcément employables tout de suite, mais qui vont pouvoir être travaillées et amener la correction des pistes, des solutions, des situations de départ. Cet atelier, je l'ai conçu à la base pour de la sensibilisation, c'est-à-dire pour amener les gens à comprendre ce terme de résilience territoriale. Parce que je me suis rendu compte que même parmi les élus, c'était un sujet qui n'était pas du tout clair, qu'ils avaient du mal à appréhender. En pratiquant l'atelier, je vois qu'il y a deux autres cas d'usage. Le premier cas d'usage, c'est entre guillemets le recueil du ressenti des citoyens en allant entre guillemets chez eux pour qu'ils nous expliquent où ils en sont. Sans, comme je le disais tout à l'heure, sans parti pris et sans volonté quelconque, juste leur permettre d'exprimer
pour eux où étaient les points faibles du système de leur territoire. Si on veut jouer cet atelier dans cette optique-là, on va insister sur la première phase du jeu, où on va vraiment les inviter à mettre plus d'idées sur où sont les fragilités du système, etc. Et on peut, pendant l'animation, les stimuler, entre guillemets, sur les différentes sphères du support, que ce soit le lien à la ressource ou à la biodiversité, les activités économiques, les besoins sociaux, la cohésion sociale, ou les impacts ou les leviers d'action qu'ils peuvent avoir. Voilà, ça permet et l'évolution de ces leviers d'action aussi. Si on dit on va réduire les budgets tout de suite, ah bah oui, mais est-ce que ça ne va pas avoir un impact sur la vie associative, ceci ou cela, quoi. Donc voilà, ça permet vraiment d'être dans le recueil d'informations et après on peut imaginer tout un système de consolidation des données, etc. Ça peut être assez intéressant. Et le troisième cas d'usage que j'ai identifié, c'est plutôt la recherche d'alternatives, la recherche de pistes de solutions en disant, voilà, quitte à partir d'un sujet assez qui pourrait être prédéfini et on passe rapidement sur la partie système et vulnérabilité en le recontextualisant dans la complexité du système territorial. Et après, venir sur la phase 3 où on vient travailler le sujet dans les dynamiques de recherche de pistes de solutions. Et donc ça permet là, avec un public un peu plus sachant, d'être dans une logique de travail de recherche, entre guillemets. Donc la durée de cette animation, elle est en moyenne de 2 à 3 heures. Quand je le fais en pure sensibilisation, je ne dépasse pas les 2 heures. C'est déjà long, mais j'ai du mal à introduire vraiment le concept de résilience tant que les participants n'ont pas travaillé sur les dynamiques de complexité, de système, etc. Et quand on est plus sur la recherche d'alternatives, et ben là, l'atelier est plus orienté sur la troisième phase et en général dure près de 3 heures. Voilà. Pour moi, l'intérêt de cet atelier, c'est qu'il est simple sans être simpliste et que, à mon sens, il est relativement polyvalent. Et puis, si le dernier truc que je voulais vous dire, c'est que pour moi, pour changer rapidement, il faut accepter de faire des petits pas. Cet outil, je l'ai vraiment conçu comme étant un petit pas possible qui s'inscrit dans une chaîne complète, alors que je n'ai pas personnellement tout développé, hein, je m'appuie aussi sur les travaux des autres, mais voilà, qui permet d'emmener graduellement les gens vers une prise de conscience et vers des évolutions. Voilà. En parallèle de cet atelier, pour ceux qui aimeraient l'animer, puisque un animateur de cet atelier a besoin de connaître un petit peu de la réalité du territoire sur lequel il travaille. Donc, je n'ai pas vocation à développer cet atelier personnellement, à animer personnellement cet atelier loin. Hein, je veux dire, moi je suis du Grésivaudan, accompagné sur Grenoble, accompagné au niveau du département, ça me semble déjà plus compliqué. Mais bon, je n'irai pas utiliser cet atelier en région lyonnaise ou région parisienne, etc. Donc j'ai prévu de développer un petit temps de formation pour que les gens se l'approprient et puissent l'animer un peu partout. À ce titre, j'ai développé une petite fiche de retour que je m'applique à moi-même. Donc là, j'ai mes 4 fiches retour. Vous voyez, il y a plein de points qui ont été traités. Je ne vais pas vous les dire tous, hein, mais comme je vous disais, la pression foncière sur l'agricole, sur l'immobilier, la santé mentale, l'accès aux soins,
les problèmes de canicule, le stress hydrique, etc. Et en face de ça, les gens amènent assez spontanément la loi SRU, la densification de l'habitat, le développement de la mixité sociale, la modification des PLU, etc., etc.